Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Saïd Gamra. Docteur Saïd Gamra. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir à ce plateau professionnel. Plateau professionnel qui c'est toujours un honneur. Sur le ring avec des gants de boxe, avec un expert en énergie, parce que je rappelle effectivement que vous êtes spécialiste et avec une expertise reconnue dans le secteur et dans le domaine énergétique. Merci. Saïd Gamra, donc débat en 3 rondes thématiques. Première ronde, justement sur l'énergie. Est-ce que nous sommes toujours en transition, transit? On ne sait plus trop. Donc là, vous nous direz, vous, en tant que spécialiste, où est-ce que nous en sommes concrètement en matière de transition énergétique? Deuxième ronde, fossiles, renouvelables, que choisir? Compte tenu que dans le monde aujourd'hui, tendance extrêmement lourde et comme une lampe de fond d'ailleurs, où il y a un rétropédalage des principales compagnies pétro-gazières qui réinvestissent le fossile et qui réduisent leur investissement dans les énergies renouvelables. Et enfin, troisième ronde, le projet de loi de finances 2025, qui va être d'ailleurs déposé en fin de semaine au Parlement. On parle et reparle de l'instauration d'une taxe carbone, une fiscalité écologique. Est-ce que taxe carbone, est-ce que c'est un nouvel impôt déguisé, point d'interrogation? Qu'est-ce que ça conditionne surtout comme enjeu pour le tissu productif, la mise en place de cette taxe carbone? On démarre, docteur Saïd Gamra, avec le premier round. Est-ce que nous sommes toujours en transition? Déjà, c'est une question. Et est-ce que si nous sommes effectivement toujours en transition, les transitions énergétiques, est-ce que nous sommes en transit? Et qu'on ne sait pas trop concrètement aujourd'hui où nous en sommes. Est-ce que c'est le cas? Merci beaucoup, c'est Rachid. Je crois que pour parler de la question de la transition, nous sommes en transition énergétique. Ça, c'est clair, c'est une volonté politique. Et nous n'avons pas d'autre choix que de ne pas aller dans une transition énergétique. Donc ça, c'est clair, nous sommes obligés, nous sommes contraints d'aller dans une transition énergétique. Donc on le fait pas par contrainte? Est-ce qu'aujourd'hui, il est de rigueur, parce que je profite de votre présence et de votre expertise, de revoir, de réajuster aussi, parce que vous dites effectivement, la transition énergétique s'impose à nous. Nous sommes en transit, mais en même temps, on voit bien aujourd'hui que dans le monde, il y a beaucoup de choses qui bougent. On l'a vu, la guerre en Ukraine a été un accélérateur avec des économies qui ont été impactées en termes d'approvisionnement gazier. Il y a aussi la question du coût de ces énergies, parce que le gaz, ça reste une énergie fossile aussi, parce qu'elle dégage aussi du CO2. La transition énergétique chez nous, est-ce qu'il faudrait ou pas, selon vous, docteur Saïd Gamra, la réajuster? Bon, c'est sûr qu'il faut la réajuster. Mais pour parler de la transition énergétique, moi, le facteur qui me dérange le plus, c'est notre taux de dépendance énergétique. Avant de parler carbone ou climat ou autre chose, nous sommes un pays très vulnérable dans le sens où actuellement nous dépendons à 91% de l'étranger pour nos importations énergétiques. Ça n'a pas bougé depuis un quart de siècle, on est d'accord? Bon, ça a bougé. En 2007, nous étions à peu près à 97%. Donc ça fait que nous avons un taux de pratiquement de 6%. Et ce taux, il est encore bas. En 15 ans, c'est pas vraiment une réalisation très luxueuse. Donc, le fait que nous ayons, que nous nous engageons dans la transition énergétique, pour moi, c'est ce premier facteur, indépendamment du climat. Maintenant, ça fait l'affaire du climat. Et nous sommes signataires des accords de Paris, ne l'oubliez pas. Et ces accords sont juridiquement contraignants. Des accords contraignants. Des accords juridiquement contraignants. Il y a des pays, des économies dans le monde. C'est pas un MOU. Il y a des pays, des économies dans le monde. On se souvient d'ailleurs de la séquence de Donald Trump, qui est toujours candidat d'ailleurs pour revenir à la Maison Blanche, et qui avait décidé effectivement de ne pas appliquer les accords de Paris. Il y a des pays comme la Chine. Il s'est retiré effectivement. Est-ce que nous, on se doit de ces accords de Paris, d'essayer en tout cas de faire en sorte de les appliquer à la lettre, compte tenu qu'on est dans un contexte et un environnement global, peut-être qui est encore plus contraignant? Je vois qu'il y a la COP29 qui doit se dérouler dans les prochaines semaines. Prochainement, il n'y a toujours pas d'accord sur le climat. Pour l'organisation de la COP29. Donc je me dis dans tout ça, est-ce que nous, on doit aussi réajuster un petit peu notre position? Nous, on n'a pas le choix. Le Maroc a toujours honoré ses engagements, quels qu'ils soient. D'accord? À l'étranger, on a toujours honoré nos engagements. Et ça, c'est un engagement qui fait partie de toute la grande liste de ce que le Maroc a signé. Donc si le Maroc signe les accords de Paris en s'engageant sur
un taux de décarbonation, par exemple, à 2030, parce qu'ils font des évaluations tous les 5 ans. On s'est engagé sur un taux de décarbonation. Sur un taux de décarbonation. 40% en 2030. On s'est engagé sur 45,5%. Aujourd'hui, on a combien? Le souci, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes encore à 6%. Donc ça veut dire que si aujourd'hui le taux de décarbonation du pays il est de 6% et on s'est engagé à l'horizon. Alors juste pour bien 2030, expliquer d'où vient le 6%, oui. Pour que les gens comprennent. Le 6%, il vient de deux sources. Il vient de la première source qui est justement notre taux de dépendance énergétique de l'étranger, qui est passé de 97 à 91. Il y a 6 points d'écart. Il vient des renouvelables que nous avons, des renouvelables électriques, bien sûr. Nous avons produit quelque chose comme 8,9 TWh en 2023. Ça permet une décarbonation de 6,67 millions de tonnes CO2. Rapporté aux 120 millions de tonnes CO2 du Maroc, on est dans 6. Donc c'est un chiffre que vous pouvez retrouver de deux façons. Est-ce que l'objectif d'atteindre un taux de décarbonation de 42% à l'horizon 2030, compte tenu qu'on a un niveau et un taux de décarbonation aujourd'hui de 6%, est-ce qu'il est atteignable? Est-ce qu'il est réaliste ou pas, Non. docteur Saïd Ghemra? Non, parce que, écoutez, en 15 ans, on a réalisé 6%. Et en 5 ans, qu'est-ce qu'on va réaliser? On va réaliser 38%, ça n'a pas de sens. Donc est-ce qu'il faut réajouter cet objectif cible? C'est pour ça que je vous dis que absolument, tant qu'on est en transition et en transit, est-ce qu'il faudrait... Absolument. Écoutez, je ne comprends pas cet objectif. Vraiment, d'aller à l'ONU, dire, voilà, on va réduire de 45,5%, alors que tous les moyens n'ont pas été mis en œuvre pour arriver ne serait-ce qu'à 20 ou 25. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, il y a le retour massif en matière d'investissement du fossile, est-ce que quelque part ça va faire nos affaires aussi? Puisqu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de pays aussi, parce qu'on risque de ne pas être le seul pays au monde, en l'occurrence nous le Maroc, à ne pas atteindre le niveau 0% de CO2 à l'horizon 2050. Parce qu'on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui depuis un an et demi et de manière accélérée avec une trajectoire 2030-2032, c'est le retour à vitesse et à pas cadencé du fossile. C'est Rachid. Moi, je dirais toutes les stratégies doivent viser 2050. Ce n'est pas 2030. Il faut se dire, c'est quoi le Maroc? C'est quoi l'énergie du Maroc à 2050? Comment je peux être moins vulnérable à ce taux de dépendance énergétique? Ça veut dire, je travaillerai aujourd'hui dans une stratégie qui me ramène en 2050. Que ce soit le net zéro, ou peu de carbone, ou je ne sais pas quoi, mais je fais de mon mieux parce que on veut être énergétiquement indépendant. Ça veut dire trouver une stratégie où tout va dépendre du Maroc. Tout va dépendre du Maroc. C'est-à-dire on n'importe rien, surtout pour notre mix électrique. Non, on est bien d'accord aujourd'hui, nous importons massivement, bon, bien sûr, du pétrole, et nous importons massivement, même si on annonce des découvertes de gisements gaziers, du gaz. Oui. Est-ce que valeur aujourd'hui, notre ministre de tutelle, Madame Leïla Ben Ali, a dit, redit, même si elle s'est exprimée sur l'hydrogène à Marrakech, mais que l'énergie de transition serait le gaz. Est-ce que valeur aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, est-ce que la véritable énergie de transition sera le gaz pour pouvoir aussi répondre aux normes et aux exigences, aux frontières pour nos exportateurs, avec déjà une amorce qui va démarrer à partir de 2025-2026. Juste pour bien comprendre la source d'énergie intermédiaire et de transition. Alors, parlons du gaz. Le gaz, on peut le voir dans le sens où nous allons alimenter les industriels. D'accord? Donc, baisser l'empreinte carbone des industriels, bon, mais la baisse n'est que de 40%. Hein. Le gaz, ce n'est pas l'hydrogène. Le gaz naturel. Alors, il y a. Il est bourré de CO2 aussi. Il est polluant. Mais il est polluant, mais bien sûr. Alors, officiellement, le GIEC a sorti 2 chiffres qui sont relatifs au taux de carbone pour le gaz naturel. Ce taux, il est de 490 grammes par kilowattheure. Et ils ont sorti aussi le taux pour le charbon. C'est 820 grammes par kilowattheure. Ce qui veut dire que le gaz naturel est loin d'être un gaz de décarbonation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout miser sur l'hydrogène, ce qui a été annoncé à Marrakech par la ministre du tutelle, parce que vous avez vu qu'il y avait
il y avait tout le monde qui était là-bas. Je ne sais pas si vous étiez. Oui, oui, oui. Vous étiez, docteur Non, j'ai pas eu fait ce le déplacement plaisir. J'avais des engagements à Rabat. Parce que la valeur aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'hydrogène pendant 48 heures lors de ce sommet Summit à Marrakech. Rappelons aussi, je vais vous laisser le faire parce que c'est vous l'expert, que l'hydrogène n'est pas une énergie, mais plutôt un vecteur d'énergie. C'est les deux, moi je considère que c'est les deux. Je peux le brûler dans une chaudière ou je le mets dans une pas avec de batterie à combustible. Pour moi, c'est les deux. C'est pas l'hydrogène qui va constituer une énergie de transition. On est bien d'accord? Si. Là, à court terme. À court terme, non. À moyen terme. À moyen terme, on peut commencer. C'est-à-dire dans un schéma, le schéma serait le suivant. Nous allons dire que le Maroc est un pays qui avance dans les renouvelables. Qu'on le veuille ou non, même si les résultats ne sont pas je dirais, très convaincants, le Maroc avance dans les renouvelables et imaginez le mix électrique à 2050 avec des renouvelables, de l'hydrogène et du nucléaire. On n'a pas d'autre choix. Nucléaire qu'on va importer? Pardon? Le nucléaire qu'on va importer, ou alors d'ici là vous dites il faudra se doter d'installations nucléaires? Il faudra se doter d'installations nucléaires. D'ici 2050? Oui. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir de l'énergie propre et être compétitif, être dans les radars mondiaux en termes de décarbonation si on n'a pas du nucléaire, une montée en charge de l'hydrogène en matière d'offre. Mais le nucléaire, il est permis par la feuille de route de la transition énergétique. Sauf qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de station nous n'avons pas de station qui produit de l'énergie nucléaire. Alors c'est vrai qu'il y a Emmanuel Macron qui s'apprête à venir nous rendre visite. Oui, voilà, et que la France est un des leaders mondiaux en matière de nucléaire. Donc est-ce que ça veut dire aussi qu'il pourrait y avoir aussi, selon vous, un engagement peut-être qui serait pris? Si on a une centrale de 3 ou 4 gigawatts par exemple, mais bon, répartie sur plusieurs puissances. Si on a de l'énergie nucléaire, par exemple, une centrale à 1,3 de base et les petits SMR, ce qu'on appelle les centrales de poche. Je reviens ici à la feuille de route de la transition énergétique. Le nucléaire est permis. Il a été permis depuis 2009. Et depuis 2009, on parle de l'éventuellement de l'installation de l'ouverture d'une centrale nucléaire. Néanmoins, sont ouvertes notamment le recours au gaz naturel, à l'électronucléaire, le solaire, la puissance. Donc, ce n'est pas interdit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut casser ce tabou de nucléaire et autres. Parce que finalement... Il faudra le faire avec la France, le nucléaire, nécessairement? Je ne sais pas. Il faut le faire avec celui qui nous offrira le meilleur prix du kilowattheure. La France est... Et il paraît qu'on peut avoir du 30 € ou du 40 € par mégawattheure. Ce qui est très compétitif. Donc énergie et transition énergétique en transit, donc en tout cas sur le court terme, ça se fera avec le fossile. Énergie fossilisante, ça se fera avec le gaz, mais il y aura toujours du pétrole, on est bien d'accord? Il y aura toujours du charbon aussi? Parce que je vois qu'il y a des pays dans le monde aujourd'hui. Mais je fais quoi avec le gaz à la veille de 2050? Je vais faire deux transitions. Je vais transiter aujourd'hui vers le gaz pour fabriquer l'électricité. Après, il y aura des gens qui vont venir dire écoutez, le gaz est une énergie fossile et vous devez refaire une autre transition. Une autre transition. En tout cas, aujourd'hui en Europe, les principales économies européennes ont engagé et se sont engagées à se retirer du charbon. Vous l'avez vu comme moi. Nous aussi, on s'est engagés. Oui, les Britanniques, c'est cette année, en 2024. Absolument, vous avez raison. Brexit, ils ne sont pas dans l'Union européenne. Il y a l'Italie 2025, la Suisse 2030, l'Allemagne 2038 et la France 2027. Mais le Maroc aussi est engagé. On est engagé officiellement à sortir de... Sauf qu'on n'a pas donné de date. Est-ce qu'on va devoir aussi... Vu que les principales économies européennes ont annoncé une sortie du charbon sur le court et moyen terme, est-ce qu'il faudra aussi, il y aura un enjeu pour nous, le Maroc, pour annoncer une sortie du charbon dans un horizon quasi identique à la France, à l'Italie? C'est difficile. Ou à l'Allemagne. Le charbon, c'est 64% de notre production électrique. Il y en a qui 67, 68. Oui, bon, dans ces eaux-là. Et vous ne pouvez pas sortir 67 ou 66% d'un mix électrique facilement, c'est pas évident. Même si il y a une montée en charge, comme l'a promis Leïla Ben Ali, de l'hydrogène, de cette molécule pour produire de l'énergie propre. Voilà, exactement. Oui. Si vous dites, j'ai par exemple à 2050, j'ai 50% de renouvelables. Et là, je ne peux pas trop dépasser, sinon c'est la stabilité du réseau qui est en cause.
J'ai une centrale nucléaire que, bon, ça prend du temps, ça peut prendre 10 ans pour la mettre, mais de toute façon, une centrale nucléaire qui va me permettre de baisser le taux de dépendance énergétique. Ça, c'est nucléaire, peut-être qu'on va sortir l'uranium du phosphate. Ça, on attend cette nouvelle. Donc, en tout cas, techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible, mais à quel coût? Je crois que l'OCP est en train de regarder ces questions. Et vous aurez, par exemple, 25% de nucléaire et 25% d'hydrogène. Donc là, vous êtes à peu près dans les 100 avec un petit peu d'hydraulique parce qu'on ne peut pas trop tabler sur l'hydraulique. Et dans ce schéma-là, si vous prenez la question de l'hydrogène, est-ce qu'on va produire l'hydrogène à un coût économiquement viable? Apparemment, les Chinois n'y arrivent pas. Les grandes puissances n'y arrivent pas. N'y arrivent toujours pas. C'est pour ça qu'il y a une espèce de marche arrière concernant l'hydrogène en matière d'investissement. Absolument. Donc, absolument. Alors les Chinois, pour vous donner un peu des nouvelles de ce projet chinois, les Chinois, ils ont mis un projet de 260 mégawatts pour produire de l'électricité à base de renouvelables. Bon, donc, parce que l'électrolyseur, il marche sur le réseau depuis 1 siècle et demi, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand vous le mettez avec les renouvelables, ben, vous avez des variations de puissance. Il n'est pas content une fois que la puissance tombe sous 30% de sa puissance nominale. Donc il n'y a plus d'énergie pour casser la molécule d'hydrogène. Ça fait que vous avez des arrêts, des flottements, des choses, des difficultés de démarrage. Et finalement, vous vous retrouvez avec quoi? Les Chinois se sont retrouvés avec 20% de ce qu'ils avaient prévu. Donc ils avaient prévu 20 000 tonnes et ils ont sorti 2 000 en 6 mois, ce qui veut dire 4 000 sur l'année. Est-ce que ça veut dire, comme certains experts, comme vous, considèrent que l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'hydrogène, c'est la même chose? Ils ont comme point commun d'être des énergies intermittentes. Et qu'on ne peut pas miser massivement sur des énergies intermittentes telles que le soleil, telles que le vent, et telles que l'hydrogène et la molécule. Non, mais je vous comprends. Entre experts à travers le monde là-dessus. Alors, l'Espagne, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il y a 2 semaines, ils ont dit on va se fixer 72% ou 73% de renouvelables sur le mix. Vous savez, c'est énorme. Après, en Conseil des ministres, ils sont passés à 81%. De renouvelables. De renouvelables. Oui. Bon. On va dire, pourquoi les Espagnols font 81% et nous, on va faire 50%? La question est légitime. Tout à fait. Le souci, c'est que l'Espagne est interconnectée à un énorme réseau européen. Et quand il y a un souci de baisse, c'est les voisins qui compensent ou qui prennent le surplus. Donc on n'a pas ce luxe européen. Mais l'Espagne est à côté, on est à 17 km de l'Espagne, à partir de Tanger. On ne peut pas s'interconnecter? Bah, on est déjà interconnecté, mais c'est petit. Hein. Voilà, non mais c'est la bonne question, parce que les Espagnols disent aujourd'hui, on ne sait pas comment envoyer notre surplus électrique sur le réseau, vous le savez ça. Et donc, je ne sais pas. En tout cas, il pourrait y avoir... parce qu'eux disent déjà, ils sont instables dans leur... C'est intéressant parce que personne n'en a parlé publiquement dans le débat public chez nous. Donc c'est pour ça que le fait de créer des espaces de débat, des débats publics avec de l'élite politique, l'élite économique et l'élite énergétique, comme vous, ça permet peut-être aussi à nos décideurs d'avoir des idées et des interconnexions possibles pour faire en sorte que notre pays se retrouve plus de stabilité en matière énergétique. Docteur Saïd Gemra, sur le deuxième rang justement. Fossiles ou renouvelables. Je voudrais en parlant de stratégie, on doit avoir une stratégie qui nous emmène à 2050 hein, et qui puisse débarrasser nos enfants ou nos petits-enfants, ça dépend, des importations au moins pour faire l'électricité. Qu'on soit parfaitement souverain et autonome. Absolument. C'est ce qu'il faut viser. C'est pas qu'il faut lever la barre haut, mais on est obligé. Nous sommes obligés sauf que ça coûte très cher aussi. Deuxième round avec vous, docteur Saïd Gemra, justement, fossiles, renouvelables. Que choisir? Est-ce que la question se pose légitimement aujourd'hui par rapport à ceux qui nous écoutent, qui parfois sont pollués par un certain débat, intoxiqués par un certain débat, et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus en ayant un discours qui soit dépollué? Ce qui, me semble-t-il, est celui du docteur Saïd Gemra.
Est-ce que valeur aujourd'hui, entre fossiles et renouvelables, il faudra choisir? Quand on sait qu'aujourd'hui, les principales compagnies pétro-gazières à travers le monde se dirigent massivement, ou se redirigent une fois de plus, vers l'investissement massif sur les énergies fossiles et l'extraction, y compris dans des pays d'Amérique du Sud. On a bien vu, vous avez dû voir comment aussi le PDG de Total Energy. Et en réduisant aussi la part d'investissement au niveau des énergies renouvelables, y compris une source d'énergie comme un vecteur d'énergie d'ailleurs, comme l'hydrogène. Autre indicateur aussi, Dr Saïd Gamra, les principales et les plus grandes banques à travers le monde aujourd'hui consacrent en tout cas la part du financement bancaire au financement des énergies fossiles et non pas au financement des énergies renouvelables. Est-ce que tout ça doit nous interpeller et qui doit nous amener aussi peut-être à réorienter que choisir et que faire? Moi, je crois que c'est une... Bon, les pétroliers défendent leurs intérêts, comme on dit, bec et ongle. Donc, c'est quelque chose qui ne m'impressionne pas, dans la mesure où le Maroc a pris la décision irréversible, je dis bien irréversible, d'aller dans la transition énergétique. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Quand on voit aujourd'hui le Britannique BP, l'Italien Eni, je suis d'accord. Oui. Total Energy, Oui, pour ne pas les mais... citer sans la faire de publicité, qui ont un cap, une trajectoire 2027, 2028, 2029, 2030 avec des investissements massifs dans le fossile. Est-ce que nous, on doit être spectateurs, se dire, bon, on travaille, on va essayer de faire en sorte d'augmenter notre puissance installée en matière d'énergie renouvelable, de développer une offre en matière d'hydrogène, alors que ce qui se passe dans le monde va à l'inverse de ça. Absolument. Mais nous, on est obligé de prendre du fossile maintenant. Oui. C'est quoi le taux des énergies renouvelables dans notre mix électrique? C'est 21%. Et c'est bon pour un pays comme nous. C'est pas, moi, je suis fier du 21%. Avec nos moyens, avec moi, je dirais les problèmes réglementaires qui sont posés. On va y revenir d'ailleurs sur voilà, les questions réglementaires. Ouais. La France est à 22, donc 22% de renouvelables. Nucléaires, bien sûr, ils sont à 70 et ils sont décarbonés à 80, donc, je ne sais pas combien. Donc ça change tout. Donc on ne peut pas comparer la part de l'ENR en France avec la part de l'ENR chez nous. Non, mais on ne peut pas le comparer, mais tout ça pour dire que, bon, c'est un taux, il est ce qu'il est. On ne peut pas le présenter avec la puissance installée, avec les 40% ou 36%, je ne sais pas 37 quoi. officiellement. Ou le 37, non, mais moi je pense qu'il faut corriger un peu les choses, la manière avec laquelle on communique les chiffres de l'énergie. Nous sommes à 21%, tout le monde se compare avec la puissance, avec l'énergie électrique. C'est les rapports d'énergie. Puissance installée? Et puissance installée, c'est une information secondaire. D'accord? Tout le monde dit, mais on est à 2 kWh sur 10. 2 kWh renouvelables sur 10 kWh. Pourquoi je vais dire non, mais c'est la puissance de ça, le mix énergétique. Donc la part de l'ENR, en tout cas, est de 21% pour être précis dans le mix énergétique. Dans le mix énergétique, voilà. Aujourd'hui, vous, en tant qu'expert en énergie, c'est un secteur que vous suivez depuis des décennies, sans vouloir bien sûr, bien entendu, vous vieillir, Dr Saïd Gamra. Voilà, est-ce que le rétropédalage aujourd'hui des principales compagnies pétro-gazières à travers le monde qui réinvestissent massivement dans le fossile, est-ce que ça vous interpelle et est-ce que ça doit, nous tous, collectivement, nous interpeller? Non, ça ne doit pas nous interpeller. Ils veulent investir, qu'ils investissent. Ils défendent leurs intérêts. C'est vrai que le carbone dans le monde n'a pas baissé, il ne fait qu'augmenter. Hein, la consommation du pétrole, 102 ou 103 millions de barils par jour, donc la consommation ça ne fait qu'augmenter. Tout à fait. D'accord. Donc on parle de 2035 ou là pour que ça commence justement à baisser, c'est très long. D'accord. Quand vous travaillez sur des projets renouvelables ou l'hydrogène, c'est du 10-15 ans, donc, ou la centrale nucléaire, on ne peut pas l'avoir en une semaine. Donc, à partir de là, nous, on ne va pas dire, oui, on va, je sais pas, on va considérer des secteurs très énergivores qui vont. C'est pas dans notre ADN, c'est pas dans l'ADN de ce que Sa Majesté a défini en 2009. Complètement, mais sauf que les investissements massifs
qui sont programmés par les principales compagnies pétro-gazières dans un horizon jusqu'à 2030 de target. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'on risque de certains de nos industriels, parce qu'il y a cette loi d'autoproduction pour encourager aussi nos industriels à s'équiper en panneaux photovoltaïques, pour tendre vers plus d'efficacité, sobriété énergétique. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que le gaz, le pétrole, le charbon, tout ça va revenir à des prix extrêmement compétitifs, ce qui risque de tuer l'attractivité, j'ai bien dit de tuer l'attractivité de l'énergie produite à base d'énergie renouvelable. Parce qu'il y aura un enjeu de compétitivité, prix, coût. C'est Rachid. Ces investissements, ce sont les derniers investissements des pétroliers. Pourquoi? Parce qu'ils le font aujourd'hui. Et les investissements gaz, c'est au-delà de 25 ans. Donc, ils veulent faire. Et je pense que c'est le dernier investissement, le dernier gros investissement qu'ils vont faire pour arriver à 2050. 2050, c'est un engagement mondial. On ne peut pas rigoler avec cette date-là. D'accord? Donc, ils sont dans c'est comme la voiture thermique. Elle va être interdite en 2035, mais finie en 2050. Parce que la durée de vie d'une voiture, on dit que c'est 15 ans. Sauf que aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la durée de vie continue du véhicule thermique et que le véhicule électrique, aujourd'hui, a perdu en attractivité. Il a perdu en attractivité, oui. Il y a eu des baisses de 30 ou 40% du véhicule électrique. Et bon, c'est une question qui est plus tirée par la Chine, parce que la Chine pose des problèmes pour les Européens, avec des véhicules pas chers, et plus l'infrastructure encore, qui n'est pas encore développée de charge en Europe. Hein. Quoi qu'on dise, mais l'Europe a du retard. Des problèmes techniques aussi. Il y a eu des problèmes techniques au niveau des batteries, il y a eu et d'autonomie par exemple. Donc, Docteur Selgama, vous avez vu comme moi, c'était il y a quelques mois, c'était l'an dernier, je crois que c'était en février ou mars 2023, des fois, je ne sais pas si j'ai pas forcément ma mémoire qui fonctionne. Il y avait le groupe Total Energy qui avait annoncé un investissement de 100 milliards de dirhams, 10 milliards d'euros à Guelmim, concernant la mise en place d'une unité industrielle en capacité de produire de l'hydrogène. Vous vous souvenez de cette information? Absolument, absolument. Et qui est censé être opérationnel à partir de 2025. Compte tenu que cette compagnie pétro-gazière investit massivement dans le plan qu'elle a présenté aux actionnaires et aux petits porteurs, parce qu'ils sont cotés en bourse, parce qu'on n'en parle plus chez nous, est-ce que vous avez de l'information là-dessus ou pas? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Mais je vais vous dire pourquoi. Quand cette histoire des tests de la Chine est arrivée, les gens se disent, est-ce qu'on va investir 10 milliards? C'était prévu pour 1 euro le kilo, et là on va sortir entre 5 et 6. Donc, il y a eu une retenue, mais pas uniquement Total. Non. Il y a d'autres grands investisseurs, et je crois qu'on va tenir la flamme de l'hydrogène, quoi qu'il en soit. Donc, même si... Même si. Le Maroc, il a tous les atouts. Mais est-ce qu'il risque d'y avoir une marche arrière de Total sur cet investissement? Ils vont tous venir. Donc ils vont venir. Dès que le problème technique est résolu. Et ça, le problème technique, est-ce qu'il va être résolu avant 2025? C'est-à-dire dans il reste 4 mois, 3 mois. Ouais. On parle de R&D sur 4-5 ans. 4-5 ans. Donc ça va être plutôt pour 2030. Donc ça va être plutôt pour 2030, mais il ne faut pas désespérer. Parce que moi je crois que l'hydrogène, c'est aussi notre chance pour décarboner le Maroc. Hein. Je parlais avec quelqu'un, il me parle... Pour décarboner notre énergie, ou alors pour simplement capter de la devise pour notre panier de devises et financer nos importations, y compris énergétiques, et y compris fossiles. Non, je ne crois pas. Mais si tout part à l'export... On ne va pas prendre l'argent de l'hydrogène et acheter les fossiles, je ne crois pas. Voilà. Non. Le principe, c'est de dire... nous allons dans le sens de l'hydrogène et on ne peut pas faire l'économie d'un partenariat, d'un énorme partenariat avec l'Europe. Ça, c'est clair. Et d'un partenariat win-win. C'est un partenariat win-win. Si vous permettez, je vais juste... C'est-à-dire qu'avec l'Europe, nous disons quoi? Nous disons que, nous avons une zone sud où l'hydrogène va être développé. Ça va de Guelmim jusqu'à Guerguerat, c'est 1300 km d'espace.
Moi, je crois que le Maroc peut capter 9% au lieu de 4%, avec tout le potentiel qu'on a du monde. Et l'idée, c'est justement que l'Europe investisse dans cet hydrogène et que nous, on soit payés en nature, tout simplement. Parce que nous avons des grands besoins d'hydrogène. Eux, ils ont besoin d'hydrogène. Les 20 millions, attention, les 20 millions de l'Europe n'ont pas été atteints. Non, c'est la Ils n'ont pas trouvé d'acheteurs. Parce que bon, les acheteurs, ils tablaient sur 1 euro du kilo. Maintenant, on leur dit 5 et 6. Des fois, on parle de 14. Il y a un flou en tout cas, total sur le prix de l'énergie. En tout cas, c'est sur les prix de l'hydrogène. Dr Saïd Gamla, le troisième round, on va revenir un petit peu sur un enjeu du moment aussi, projet de loi de finances 2025 qui doit être déposé au Parlement en fin de semaine. Ça, c'est le protocole, j'allais dire, réglementaire parlementaire qu'il exige. Et cette fois-ci, refigure, parce que c'était déjà le cas dans le cadre du projet de loi de finances 2024, une taxe carbone. Donc beaucoup s'interrogent sur la viabilité d'une taxe carbone, sur son implémentation également. Et certains considèrent que c'est un impôt déguisé que les pouvoirs publics mettent en place parce qu'ils ont besoin aussi de recettes fiscales, d'augmenter les recettes fiscales et ils ont besoin d'argent pour financer les politiques sociales dans le cadre de l'État social, les aides directes et entre autres. Voilà, donc ce n'est pas non plus de l'argent qui se met dans la poche, c'est de l'argent qui se veut être redistribué pour financer les politiques sociales. Mais est-ce que pour vous, la taxe carbone, est-ce que c'est un nouvel impôt déguisé ou est-ce que c'est effectivement une exigence, compte tenu de tous les débats que nous avons eus avant et tout ce que vous avez partagé avec nous, Dr Saïd Gamla, sur les énergies de transition énergétique, parce que c'est un coût aussi, il va falloir payer la transition, elle s'est évaluée à 40, 50, 60 milliards de dollars. Quelque chose comme ça, donc il va falloir le financer. Est-ce que ça peut est-ce que du coup l'idée d'instaurer la taxe carbone, c'est aussi pour une source de financement de la transition énergétique chez nous? Bon, on ne va pas arriver avec le volume des taxes carbone à financer. Non, mais sur le long terme. Oui, non, mais bon, il faut du volume, Alors, il y a 2 ans, j'avais publié « Il faut une taxe carbone au Maroc ». Et je reçois des commentaires, je me dis « Mais ça va pas, tu es fou, qu'est-ce que tu racontes, il faut une taxe carbone au Maroc ». Je dis « La raison est très simple. Maintenant, on a des exportations vers l'Europe. L'Europe nous dit c'est pas compliqué, vous allez payer une taxe carbone aux frontières. Voilà, aux frontières, le MACF, vous connaissez un peu tout le principe. Il dit mais si ça va se passer comme ça, nous allons avoir des sorties de devises énormes. Énorme, parce qu'il faut calculer un peu le volume de la taxe carbone pour une entreprise. Vous voulez clairement dire, éventuellement pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que celles et ceux qui vont être soumis à une taxe carbone qu'il va falloir financer parce qu'ils exportent au niveau de l'Union européenne, oui. Ils vont payer en euros. Donc du coup, c'est une sortie de devise du Maroc vers l'Europe. C'est une sortie de devise, mais vous payez en euros. En euros, voilà. Donc le Maroc, il va sortir les devises pour ça. Bon, et nous, on n'aime pas trop sortir les devises. Et alors, ce qu'il y a, c'est que si le carbone est taxé au Maroc, comme un produit... Il est libellé en dirham, c'est ça? Voilà, on va payer au Maroc. Oui. Il dit, voilà le premier avantage. Maintenant, je pousse la réflexion un peu plus loin et dis, mais bon, est-ce que je peux taxer uniquement les exportateurs? La loi, je ne pense pas que ça passe du côté, je ne suis pas juriste, mais je ne pense pas que ça puisse passer. Vous ne pouvez pas segmenter, dire que bon, les exportateurs non, ceux qui n'exportent pas, ils ne seront pas taxés et on va taxer uniquement les exportateurs. C'est un débat. Je n'ai pas de réponse. Est-ce que pour vous, cette fois-ci, parce que je rappelle qu'il y a eu un report par rapport à 2024, même si vous aviez soumis l'idée d'instauration d'une taxe carbone au Maroc, certains considèrent qu'effectivement, dans le cadre du projet de loi de finances 2025, ça va être mis en place. Par rapport aux exigences aussi de nos partenaires européens, entre autres, et que le Maroc ne va pas reculer, ne va pas reporter une fois de plus. Là, cette fiscalité écologique, on l'a vu, ça a été mis en place pour... Je crois qu'il y avait eu, pour ceux qui ont investi dans un véhicule électrique, la vignette est gratuite. Il y a des choses déjà qui ont été... Il y a des petits pas déjà qui ont été faits un petit peu dans ce sens. Est-ce que pour vous, il va falloir avancer là-dessus et instaurer cette taxe carbone à partir du 1er janvier 2025 ? Il faut l'instaurer. Le problème, c'est que si j'instaure une taxe carbone entre 60 et 100 euros, croyez-moi, ça va faire très mal. Je parle de la taxe carbone marocaine. Marocaine, oui.
D'accord. C'est-à-dire, si je la lève trop, oui, il y aura des soucis. Il y a des gens qui vont, quand on voit les consommations des entreprises entre fuel et ça, une fois on a calculé, c'était presque le bénéfice de la société. Donc après, il me dit, on va travailler pour la gloire, on va payer, on va donner notre bénéfice à la taxe carbone, et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et si on la met trop bas, à ce moment-là, le différentiel qu'on doit payer à l'Europe va être important. C'est pour ça que je dis il y a toute une réflexion qui doit se faire parce qu'il nous faut les datas des exportateurs. Quel est le volume? C'est quoi cette taxe carbone en termes de volume? Ça donne quoi? Et on n'a aucune idée. Parce qu'en valeur aujourd'hui, je le rappelle, le projet de loi de finances avait été déposé donc vendredi. Il n'y a toujours pas de débat là-dessus. Ça a été annoncé lorsqu'il y a eu la note de cadrage en juillet, après en septembre. Donc l'idée d'une fiscalité écologique et d'une taxe carbone. Non, mais il n'y a pas eu de débat, mais la question est très importante. Alors, on va dire, ce qui va être intéressant à regarder, c'est l'empreinte éco-carbone européenne. C'est ça, moi, qui me pose problème. À la limite, oui, je suis exportateur, je paye la taxe. Aux frontières. Bon. Maintenant, ils ont exigé une étiquette carbone. Et ça s'est passé en juillet, ils ont fait ça discrètement. Mais ils l'ont dit tout à fait au début du concept. Ils ont dit, voilà, une étiquette qui dit, voilà, tel t-shirt, il y a 20 grammes de CO2. Oui. Mon problème, c'est quoi? C'est qu'au Maroc, j'ai une électricité qui est très carbonée. 750 grammes à 800 grammes par kilowattheure. Maintenant, je vais me retrouver, par exemple, parce que j'ai étudié un peu le cas de la Turquie, la Tunisie, nos principaux concurrents sur le marché européen. Nous, on va mettre 20 grammes, lui, il va mettre 10 grammes. Pourquoi? Parce que son électricité est au gaz, le Tunisien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là le problème. Et le consommateur européen, on l'oriente vers acheter, ça c'est t-shirt 20 euros, 20, 10, il va prendre, il va acheter le produit qui est le moins carboné. Le moins carboné, mais est-ce que le produit le moins carboné est forcément le moins cher? Admettons que c'est le même prix, oui, le même prix, la même qualité. Maintenant, en tant qu'entreprise marocaine, vous allez être obligé de baisser le prix pour pouvoir intéresser le consommateur. Et ça, c'est une perte. Est-ce que ça veut dire, Dr Saïd Gamara, que l'instauration de la taxe carbone, éventuellement dans le cas du projet de loi de finances 2025, c'est pas du tout gagné? Parce que est-ce que le gouvernement, l'exécutif, le chef de gouvernement va prendre le risque aussi d'instaurer une taxe carbone qui va être extrêmement coûteuse ou qui risque d'être extrêmement coûteuse, qui risque de peser encore plus sur les finances des entreprises et sur les facteurs de production. C'est sûr, les facteurs et que le contexte social et socio-économique ne s'y prête pas forcément. C'est sûr, absolument. C'est quoi le report de Non, mais si on est dans les niveaux, comme j'ai dit, les niveaux européens. Les niveaux européens dans le marché obligataire, c'est 60 à 100 euros. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça veut dire que vous, ça pourrait passer si on est sur des niveaux et des standards marocains et non pas sur les standards et les niveaux européens en matière de fixation du prix et du tarif. Je ne sais pas, il faut trouver une solution pour les exportateurs. Que pour les exportateurs? Non, il faut taxer. Non, mais ça, la taxe qui va sortir, c'est tout le monde qui va payer la taxe. Quand vous dites taxe carbone, en France ou en Allemagne, je ne sais pas, c'est tout le monde qui paye la taxe. La compagnie de bus, le propriétaire d'une compagnie de bus ou un bus qui pollue, il est soumis à la taxe carbone. Bien sûr. C'est pas que les 6 secteurs, fer, aluminium, électricité, aluminium, tout ça. Non, mais la marocaine, c'est une taxe nationale. Donc vous y croyez ou vous y croyez pas, vous, pour 2025? Je sais que vous n'êtes pas devin, là vous êtes expert en énergie, mais est-ce que... Là, il faut la faire, parce que moi, il y a ce paramètre un peu de fixation du niveau de son prix, d'optimisation de son coût, qui doit être faite. Et je n'ai pas la data pour... vous voyez ce que je veux dire? C'est une question. C'est à suivre, mais attention, la taxe carbone, elle sera bénéfique de toute façon. Pourquoi? Parce que supposez ici, dans
dans vos locaux, vous recevez une taxe carbone de, je sais pas, X 5 000 dirhams ouais. par mois, vous allez être un peu contraint d'installer du solaire ou de l'éolien ou quelque chose pour baisser la taxe. Et à ce moment-là, dans le calcul d'amortissement, la taxe carbone va rentrer dans le calcul d'amortissement. Vous allez amortir plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est C'est plus uniquement le différentiel du kilowattheure. Après, ça sera parfaitement intégré dans les. J'espère que et la dépense. voilà. J'espère que après mais aussi n'oubliez pas la création du marché carbone qui est prévu. Donc tout ça c'est une dynamique qui doit être mise en place. Il faut absolument la réussir. C'est vraiment très très important. Merci infiniment à vous pour beaucoup. cet éclairage dynamique et énergétique, et non pas énergivore, de tous ces enjeux énergétiques du moment, que ce soit les enjeux en matière de transition énergétique. Et Rachid, moi aussi j'avais une question pour vous. Oui, bien sûr. Ça fait... Vous avez marre que ça fait des mois. C'est toujours moi qui pose des questions, donc allez-y, bien entendu. Si vous permettez. Bien sûr. Comment vous faites pour travailler dans une multitude de secteurs, avec plusieurs interlocuteurs spécialistes, et des fois, on vous voit mieux informé que vos interlocuteurs. Est-ce que vous ne dormez pas la nuit Non, c'est quoi votre secret? Mieux informé, c'est une impression, peut-être plus une impression qu'autre chose, mais simplement, on parle de votre cas précis. Quand je demande aussi à un expert, un spécialiste d'un sujet bien X, et en l'occurrence, le sujet de l'énergie, de prendre son temps pour venir aussi débattre, c'est que le minimum, c'est de se lever tôt, et ça, j'ai pas de problème là-dessus, pour travailler comme il se doit son émission et collecter un maximum de data pour poser le plus de questions intelligibles possible. Parce que sur le secteur de l'énergie, vous devez avoir une masse de data incroyable. J'essaie de suivre, c'est pour ça que j'essaie de suivre ce secteur-là comme d'autres secteurs. Bravo. Mais surtout, je remercie une fois de plus des personnes comme vous aussi qui acceptent de manière systématique la présence, d'être présent et de contribuer aussi à créer de la valeur ajoutée à un débat et au débat public dans notre pays. Moi, mon gros souhait, c'est que ça marche. Moi aussi. C'est tout. Mais quand ça marche, de dire pourquoi ça marche, et quand ça ne marche pas, de dire pourquoi ça ne marche pas. Il faut le dire, pourquoi ça ne marche pas. Et, bon, il y a la réglementation qui reste à changer, il y a tout un... En tout cas, on voit bien que le secteur énergétique est dans tous ses états. Il est dans tous ses états. Et il est devenu peut-être encore un peu plus imprévisible. Merci une fois de plus, en tout cas. Merci beaucoup, Dr Selgama, et à très bientôt. Au plaisir. Merci. Cette émission est produite par l'ODJ Média en partenariat avec R212, la web radio de la diaspora marocaine. Vous pouvez la retrouver en replay sur la web radio TV Echo, Indeco, mais aussi en VOD et l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines émissions.